Ce soir à l'émission, Sainte-Thérèse subventionne la plantation d'arbres. Évidemment, les gens doivent par contre demander un permis avant d'abattre leur arbre. Là. Et les artistes en vitrine à l'événement Contact Culture Laurentide. On est super heureux de réunir une trentaine de kiosques qui proposent des activités artistiques et culturelles de la région des Laurentides. En entrevue, je reçois la présidente de la CSN Laurentide, Chantal Maillet, avec qui il sera question du recours au privé en matière de santé et de services sociaux. Pour nous, ces investissements-là qui ont été faits auraient pu se retrouver complètement au public. Je m'entretiens également avec le député réélu de Rivière-du-Nord, Réal Fortin. Je pense chez nous, les priorités, les aînés, la gestion de l'offre en milieu agricole, c'est des priorités absolues. Enfin, Sophie Tessier nous parle des événements à venir au cabaret-spectacle La Petite Église. Ça se remplit rapidement, donc des belles palettes d'artistes. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 1er mai 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors la Ville de Sainte-Thérèse a annoncé cette semaine la reconduction de son programme de subvention pour la plantation d'arbres. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un programme qui a été mis en place à Sainte-Thérèse en 2023 et qui est financé par le Fonds de l'arbre. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le Fonds de l'arbre? C'est un petit budget à Sainte-Thérèse qui est en partie financé par la municipalité, mais aussi par les amendes des citoyens qui coupent leurs arbres sans permis. Ça permet donc à la Ville de rembourser la totalité des coûts pour la plantation d'un arbre jusqu'à un montant de 150 $ pour les citoyens. On retrouve ce type d'initiative dans d'autres municipalités, mais pas partout. À Mirabel, par exemple, une subvention est disponible pour la plantation d'arbres, mais elle couvre seulement la moitié du prix de l'arbre. Et quelles sont les conditions pour être admissible à ce remboursement? Alors, le programme de subvention compte 4 volets. Le premier concerne le remplacement d'un arbre mort, malade ou abattu en raison de la grille du frêne. La grille du frêne, qui, je le rappelle, est un coléoptère envahissant et destructeur qui s'attaque au frêne. Christian Charon, qui est maire de Sainte-Thérèse, offrait tout de même un rappel aux personnes qui souhaitent faire abattre un frêne sur leur terrain. On peut l'écouter. Évidemment, les gens doivent par contre demander un permis avant d'abattre leur arbre. Là. Donc, ils doivent faire une demande de permis. On constate que l'arbre, effectivement, est mort, donc on accorde le permis. Le deuxième volet de subvention s'adresse aux propriétaires de terrains dépourvus d'arbres, particulièrement pour les cours avant. Une subvention est donc accordée pour la plantation d'un premier arbre en façade d'un bâtiment. C'est un volet sur lequel l'administration veut miser cette année. On écoute M. Charon à ce propos. On a demandé cette année de faire un blitz aussi, d'identifier vraiment les secteurs qui sont dégarnis et aussi de faire la promotion aussi auprès des citoyens pour que, dans le fond, le programme soit le plus utilisé possible. Là. Et il y a un troisième volet, Clara, qui concerne les offices d'habitation et les CPE. Effectivement, ces établissements peuvent demander jusqu'à 5 arbres pour verdir leur terrain. Et finalement, le quatrième volet est un service de plantation clé en main. Ça concerne une fois de plus les propriétés qui n'ont pas d'arbres dans leur cour avant et qui se situent dans un secteur ayant un couvert forestier minimal. La Ville sélectionne une vingtaine de propriétés qui pourront bénéficier de ce service clé en main, qui comprend non seulement le coût de l'arbre, mais aussi les frais associés à la plantation. Ce seront des employés de la Ville qui s'occuperont de planter l'arbre et puis de l'entretenir pendant 2 ans. M. Charon nous explique pourquoi ce programme de subvention est important pour sa municipalité. On le sait que, bon, évidemment, il y a des secteurs, surtout en particulier, exemple, le vieux Sainte-Thérèse, en fait, qui représente beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, c'est pour réduire les îlots de chaleur. Bon, évidemment, bénéficier aussi de tous les avantages qui sont liés aux arbres. Donc, dans le fond, la fraîcheur que les arbres nous apportent, le côté esthétique aussi. Bon, évidemment, la biodiversité, et ainsi de suite. Voilà, Claude, pour plus de détails, vous pouvez visiter le site Internet de la Ville de Sainte-Thérèse. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler culture. À plus tard. Dans le cadre de la soirée des bénévoles tenue le 26 avril, la Ville de Lorraine a rendu hommage au Club Lorrainais, un organisme qui contribue au mieux-être des personnes de 50 ans et plus. Ce club, qui compte 550 membres, propose depuis 1996 une programmation d'activités sportives, sociales et culturelles favorisant la participation, l'intégration et le maintien d'un mode de vie actif. Son apport à la communauté a été souligné dans le cadre de cette soirée de reconnaissance sous le thème « Boucher, rire et Poutine », qui souligne l'engagement des bénévoles de Lorraine.
Le comité organisateur des Jeux du Québec annonce la tenue d'un tournoi de balles données au profit de la 60e finale des Jeux du Québec Blainville 2026, le 12 juillet prochain au Parc du Charme à Sainte-Thérèse. Cette deuxième activité de collecte de fonds prévoit aussi de l'animation, des jeux pour les enfants et des prix de présence. Il est possible de s'y inscrire dès maintenant en équipe de 10 à 12 personnes, comptant au minimum 2 filles, et ce, au coût de 600 $ par équipe. La CSN déplore depuis longtemps le recours au privé en matière de santé et de services sociaux et demande au gouvernement de sevrer le réseau de toute forme de sous-traitance et d'appel à la main-d'œuvre indépendante. J'en discute avec Chantal Maillet, présidente du Conseil central des Laurentides pour la CSN. Madame Maillet, bonsoir. Bonsoir. Vous utilisez cette image du sevrage. Est-ce à dire que le réseau est à ce point dépendant du privé? Bien, écoutez, dans une analyse des états financiers là, à travers le Québec, concernant les CIUS, là, nous, dans les Laurentides, c'est 445 millions qui étaient dépensés en main-d'œuvre indépendante puis en services achetés. Alors, c'est sûr qu'on déplore ça parce que pour nous, ces investissements-là qui ont été faits auraient pu se retrouver complètement au public. Puis, quand on dit de services achetés, bien, ça se retrouve dans des entreprises privées qui donnent des soins ou qui donnent des services comme l'ergothérapie, comme les services d'ouvriers spécialisés, là, les métiers de la construction, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Alors ça, c'est des services achetés. Services en psychologie aussi. En psychologie, nutritionniste, physiothérapie. Ça peut être aussi des services dans une clinique privée pour des opérations aussi. Ça peut être ça. Puis tout, quand je dis les métiers de la construction, tout ce qui est mécanicien, plâtrier, la peinture, la plomberie, ça aussi, c'est des compagnies privées souvent qui sont à l'intérieur de nos établissements. D'accord. Bon, donc, dans votre plus récente intervention, il y a question de l'argent qu'on dépense, de l'argent qu'on aurait pu économiser aussi si on avait procédé autrement. Vous parlez d'un montant de 703 millions de dollars qui aurait pu être économisé pour l'ensemble du Québec. C'est 56 millions pour les Laurentides. Comment vous en arrivez à ces montants-là? Bien, dans le fond, vous savez, il y a maintenant, ce qui est bien quand même là-dedans, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui interdit de faire affaire avec des agences privées pour le personnel soignant. Ensuite, bien, tout ce qui est la main-d'œuvre, comme je le disais plus tôt, tout ce qui est la main-d'œuvre indépendante, les services achetés, bien, si on ne donnerait pas des permis au privé, si on investissait dans les conditions de travail, notamment sur les ouvriers spécialisés, juste quand je dis, c'est pas nécessairement le salaire, c'est dans les conditions dans lesquelles ils travaillent aussi. Moins on investit dans nos infrastructures, plus on prend l'argent, dans le fond, l'argent des services publics, notamment c'est nous les payeurs, c'est nous qui sont imposés à chaque année pour nous offrir ces services-là. Mais je pense qu'une gestion plus saine de ce qu'on donne au gouvernement par rapport à nos impôts, bien, moi, je pense que ça serait vraiment mieux. Puis, notamment, quand je parle d'impôts, je parle aussi d'un système à 2 vitesses. Alors, là, ce qui se produit en ce moment, on essaie d'investir dans le réseau public, mais on donne des permis pour des cliniques privées. Alors, ce personnel-là ne se retrouve pas dans nos installations dans les Laurentides. Et puis, on paye aussi, il y a des gens, des citoyens, des citoyennes qui payent aussi pour aller au privé. Alors, on paye de notre poche avec nos impôts pour avoir des services publics, des services de qualité. Puis, en plus, on est obligé de donner plus d'argent pour avoir accès plus rapidement à nos soins. Vous dites bon, avoir réussi à démontrer que ça coûte plus cher de recourir au privé qu'au public. Qu'est-ce qui motive le gouvernement à agir de cette façon-là? Mais écoutez, des fois, c'est pas très clair ce qu'ils nous disent. Hein? Ils nous disent, faut donner des soins de qualité, on a passé, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre est accentuée parce qu'on prend les personnels du réseau du secteur public, puis on va les chercher, puis on les met dans des cliniques privées. Fait que ça l'aide pas à la pénurie de main-d'œuvre. Puis le gouvernement, tu sais, il est pas très clair non plus, puis je pense pas des fois qu'il est honnête dans les dépenses, dans les contrats qu'il octroie. On le sait que privé, ça coûte toujours plus cher. C'est pas vrai qu'un entrepreneur ne peut pas faire de profit. Tu peux pas devenir un chef d'entreprise puis t'as pas de profit puis t'es pas capable de te garder un salaire décent puis assumer toutes les dépenses qu'on a
dans une entreprise. Vous avez lancé en novembre la fameuse campagne « Pas de profit sur la maladie » pour un réseau vraiment public. Vous demandiez au gouvernement de sevrer le réseau, on revient à ce terme-là, avant le 1er mai. Je ne sais pas pourquoi vous aviez choisi cette date-là, mais on y est, c'est le 1er mai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu du progrès? Non. Alors, le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Oui. Et aujourd'hui, nous serons à Saint-Sauveur pour manifester debout contre l'austérité, parce qu'actuellement, avec la demande du gouvernement de sabrer 800 millions juste dans le réseau de la santé, puis on sait qu'il y a d'autres secteurs d'activité, là, comme l'éducation, encore des coupures. Il y a des coupures partout. On est rendu à quasiment 200 postes dans les Laurentides, juste dans le milieu des soins de couper. Alors, ça a un non-sens. Alors, on attend la suite. Chantal Maillet, présidente du Conseil central des Laurentides pour la CSN. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à vous. La ville de Rosemère informe la population qu'elle doit faire bouillir l'eau du robinet pendant 1 minute avant sa consommation, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cet avis touche l'ensemble des citoyens de la ville. Les villes de Lorraine et de Bois-des-Filions sont aussi touchées par cet avis d'ébullition, puisqu'elles sont alimentées par l'usine de Rosemère. Cet avis préventif est nécessaire en raison d'une panne de courant ayant affecté les équipements informatiques de l'usine de traitement de l'eau potable. Un nouveau message sera transmis à la population dès la levée de cet avis préventif. La 4e semaine des sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme s'est déroulée sous le thème « Sport, corps et compétition ». Cette activité qui a lieu depuis 2022 permet à la communauté étudiante d'avoir accès à un complément à la formation qui propose des activités en lien avec des enjeux sociétaux. Au total, 6 conférences, 4 projections documentaires et cinématographiques, une prestation de musique et de danse, une activité sportive et une exposition thématique ont constitué la programmation de l'événement. Rire, musique, théâtre et même lutte professionnelle, c'est ce qu'on nous propose au cabaret-spectacle La Petite Église au mois de mai. Pour nous en parler, j'ai avec moi Sophie Tessier, qui est directrice du service des arts et de la culture de Saint-Eustache. Sophie Tessier, bonsoir. Bonsoir, Claude. Donc, programmation très variée. Ça commence avec un coup de cœur guitaristique. Absolument, oui. Alors, le 15 mai prochain, donc tout bientôt, on accueille Guitar Story qui va venir nous présenter un spectacle où il revisite, dans le fond, des grands classiques là, de la chanson des années 60 à ce jour, évidemment avec des morceaux incroyables de guitare, donc ils sont 5 sur scène, 5 musiciens, chanteurs, donc c'est un spectacle qui promet. Évidemment, pourquoi c'est un coup de cœur, c'est qu'en plus, ce spectacle-là se veut un spectacle bénéfice au profit de la Corporation des Fêtes. Donc, la Corporation des Fêtes de Saint-Eustache, c'est cet organisme-là, en fait, qui sont derrière la Fête nationale du Québec, là, qui se déroule les 23-24 juin sur notre territoire. Et donc, c'est à la fois donc une levée de fonds qui va nous aider à financer justement des artistes de la relève qu'on aura l'occasion de voir dans le cadre de la Fête nationale. Donc, c'est une belle occasion de jumeler une sortie culturelle puis une bonne cause. Et voilà. Puis je mentionne que derrière Guitar Story, il y a Mathieu Tuot, qui est un guitariste aussi talentueux que passionné. Ça ne peut pas ne pas être bon. Absolument, oui. Bon, parlez-nous maintenant d'un spectacle particulier, moi, que j'ai très envie de voir, qui va se tenir cet été dans votre salle. Oui, alors cet été, on sort des sentiers battus. Habituellement, la Petite Église Cabaret Spectacle, on fait relâche durant la période estivale parce qu'on se concentre sur des spectacles extérieurs. Hein. On a une belle programmation, on aura l'occasion de s'en reparler. Mais donc, on ouvre nos portes cet été parce qu'on accueille en résidence une troupe de théâtre documentaire. Donc, le spectacle s'appelle « Si Dieu le veut ». Et en fait, au bout de cette semaine-là, ils vont nous livrer une toute première représentation de ce théâtre-là. Ce que c'est « Si Dieu le veut », donc c'est un spectacle qui met en lumière un lien surprenant entre la lutte et la religion d'autrefois. Déjà, on a le goût. Ben oui. En fait, le comédien Stéphane Roy, qui a été aussi, en fait, là, à l'écriture, nous raconte l'histoire de sa grand-mère, donc Marie-Ange, qui était une femme très pieuse tous les dimanches à l'église et tout ça, mais qui se transformait littéralement en monstre de vengeance devant sa télévision, devant MacDuck Vachon. Donc, c'est vraiment basé sur des faits réels. Puis donc, ce spectacle-là nous plonge vraiment dans la réalité d'autrefois, puis nous permet aussi de nous questionner aujourd'hui sur notre identité, sur notre identité collective, sur notre culture, ce qu'on est devenu, parce que ça fait partie en quelque sorte de notre histoire. Oui, puis je suis sûr qu'on a tous un personnage comme ça dans notre famille. Très, très bonne idée de Stéphane Roy. Bon, maintenant, pour les plus petits, les plus jeunes, les familles, vous avez une belle proposition. Oui, oui.
En fait, à chaque mois, on présente un spectacle jeunesse. On va faire relâche pour l'été, mais là, notre tout dernier est le 20 mai prochain. On présente Nora la trotteuse. Donc, c'est un spectacle de marionnettes, de musique, mais où il y a également une cranky box. Donc, la cranky box, c'est en fait un espèce de théâtre à manivelle qui a été en fait inventé dans les années 1900. C'est l'ancêtre du cinéma. Oui. Alors, des artistes, en fait, ont peint à la main, à l'encre, donc des images qui vont défiler tout le long du spectacle, appuyées par de la musique en direct, avec des marionnettes. Donc, c'est vraiment, on plonge les enfants dans un univers vraiment particulier, mais qui sera de toute beauté. Oui, c'est très beau. J'en ai vu des extraits sur le plan visuel et auditif aussi. Ça semble magnifique. Maintenant, bon, pour les spectateurs adultes, vous avez une belle grappe de propositions à nous faire. Une foule de nouveautés qui ont été annoncées pas plus tard qu'hier. Donc là, les billets sont en vente et je vous dirais que ce matin, je regardais déjà où on en était au niveau de la salle et ça se remplit rapidement. Donc, une belle palette d'artistes. Donc, on a André Sauvé qui s'en vient chez nous pour 3 jours, Jake Ofcher, Philippe Laprise, on a également Patrick Groux, qui débarque également chez nous et une foule d'autres également. Dumas, aussi, je vois Dumas, absolument. Donc, vraiment des beaux artistes qui arrivent fraîchement là, cet automne, hiver prochain, parce qu'on est toujours dans le futur lorsqu'on parle de spectacle. Donc, c'est déjà le temps de penser en fait à nos sorties culturelles à venir pour l'automne et l'hiver prochain. Bien, ce sont toutes de très belles propositions. Les gens peuvent aller voir l'ensemble de votre programmation sur votre site web. Sophie Tessier, merci beaucoup. Merci. La percée réalisée par le Parti libéral du Canada dans les Basses-Laurentides n'a pas atteint la circonscription de Rivière-du-Nord, toujours représentée par le bloquiste Réal Fortin, qui entreprend un 4e mandat après avoir été réélu lundi dernier par 43,7 % des électeurs inscrits. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir. Ben, d'abord, félicitations. On parle d'un électorat qui a quand même un peu bougé à la faveur du redécoupage de 2023. On a soustrait Prévost et Saint-Hippolyte pour le remplacer par Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ça? Ah, ça change beaucoup de choses. D'abord, pour moi, je salue mes anciens électeurs de Prévost et Saint-Hippolyte. J'aimais beaucoup ces 2 villes-là. Et c'est un peu triste de les perdre. Par contre, Sainte-Anne-des-Plaines, ben, je suis bien content aussi d'avoir Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai déjà habité Sainte-Anne-des-Plaines, ma première maison. Ça date pas d'hier, je vous dirai pas quand, vous allez me trouver vieux, mais c'est un plaisir d'y retourner. Mais c'est des réalités différentes, hein. Sainte-Anne-des-Plaines, c'est pas la même commission scolaire, c'est pas la même MRC, c'est pas la même chambre de commerce, c'est pas la même réalité. On a 80, je crois que c'est 92 % du territoire à Sainte-Anne-des-Plaines qui est agricole, ce que j'ai pas à Saint-Jérôme, évidemment, puis à Sainte-Sophie non plus, il y en a un peu, mais pas autant. Donc, c'est des réalités différentes auxquelles il faut s'ajuster, mais ça va être un plaisir de le faire, puis le monde est fin. Sainte-Anne-des-Plaines, j'étais avec ma conjointe là, durant une partie de la campagne électorale, puis elle aussi disait, son nom bien fin, Sainte-Anne-des-Plaines, on aime ça. Le Bloc a quand même perdu quelques plumes dans cette élection-là. Votre analyse, vos impressions là, quant à la dynamique qui va s'installer entre le Bloc québécois et le gouvernement minoritaire de M. Carney? Ben écoutez, d'abord, un gouvernement minoritaire, ça permet des négociations qu'on n'a pas quand on a un gouvernement majoritaire. Le gouvernement majoritaire, ils font ce qu'ils veulent, ils ont besoin de personne, souvent, c'est du tiraillage et c'est très difficile, beaucoup plus difficile d'aller chercher des gains. Je dis pas qu'on n'en fait pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Tandis que dans un gouvernement minoritaire, le gouvernement a besoin de certains députés de l'opposition pour faire passer ses projets de loi, ses priorités. Donc, ça nous permet de négocier des choses. De dire, par exemple, écoute, ce projet de loi-là que tu proposes ne nous apparaît pas acceptable au Québec. Par contre, si tu modifies tel aspect, ça pourrait l'être et en contrepartie, nous donner autre chose. Je pense chez nous, les priorités, les aînés, la gestion de l'offre en milieu agricole, c'est des priorités absolues. On regarde sur le plan un peu plus régional, le Lion électrique à Saint-Jérôme, il y a eu des promesses de fait sur le transport scolaire électrique qui n'ont jamais été tenues. Alors ça, on veut revenir là-dessus. Coup dur, là, parce que le gouvernement du Québec recule aussi sur l'aide qu'il voulait donner à Lyon. C'est des défis importants sur lesquels on veut revenir, mais tu sais ça. Donc, dans un gouvernement minoritaire, on devrait être à même de négocier des choses. On n'ira encore une fois pas tout chercher,
mais on va être capable de travailler plus facilement que dans un gouvernement majoritaire. Dès que la campagne a été lancée, le maire de Saint-Jérôme, M. Boursier, a donné sa liste d'épicerie à tous les candidats. Bon, il y avait là-dessus un dossier là, essentiellement jérômien, là, celui du centre correctionnel, mais il y en a d'autres, là. Taxe sur l'essence, programme zéro émission, la compensation versée aux villes là, par les contre-tarifs. C'est sûr qu'on ne peut pas aller dans les détails, mais comment vous allez porter ces demandes-là à Ottawa? Bien, c'est une excellente question. D'ailleurs, j'avais répondu à la lettre de M. Boursier et il s'est dit très satisfait de ma réponse. Écoutez, il n'y a rien de trop sorcier là-dedans. Là. La question du centre correctionnel, j'ai travaillé là-dessus depuis, mon Dieu, je pense pratiquement depuis peut-être pas 2015, mais depuis 2019 ou à peu près que c'est arrivé, cette affaire-là, et qu'on a contesté. J'ai amené M. Boursier à Ottawa à quelques reprises. On a rencontré les ministres responsables. Les ministres semblaient toujours d'accord avec nous. Les fonctionnaires, pour des raisons que j'arrive pas à comprendre, c'était plus difficile à gérer et on piétine. Alors ça, on va revenir à la charge, travailler, parce que ça n'a aucun bon sens d'avoir ça à l'entrée sud du centre-ville de Saint-Jérôme. Ça dénature la fonction, la raison d'être du centre-ville. La question de Lyon électrique, je vous en ai parlé, là, sur le programme zéro émission, on tient à ce que les promesses faites par Justin Trudeau soient livrées par Mark Carney. Alors, on va revenir là-dessus. C'est encore pas trop tard là, pour sauver Lyon? Je veux dire, ceux qui veulent pas vont vous dire que c'est trop tard. Ceux qui veulent vont vous dire que c'est encore temps. On verra. Mais chose certaine, quant à nous, c'est important. Puis on ne lancera pas à serviette tant que les gens de Lyon électrique ne l'auront pas lancé. On va continuer de les supporter dans ces démarches-là. Évidemment, il y a toutes sortes de détails que je vous épargne, on n'en finira plus. La question de protection des actionnaires, les jobs, les salariés, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Ensuite de ça, le programme zéro émission, on est évidemment favorable à ça. Il y a pas zéro émission, pardon, mais la taxe sur l'essence. Oui. Qui doit être transférée. Là. Les sommes perçues sont transférées pour les infrastructures dans les municipalités. On insiste, on veut que le fédéral maintienne ses promesses. Puis il y a eu des coupures là-dedans. On veut que ça revienne au montant ou au pourcentage que c'était auparavant. On veut que ça passe par Québec, mais on a besoin de nos infrastructures. Écoutez, j'ai pas besoin, vous avez vu cette semaine encore l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pas des farces, là. Alors, puis il suffit de se promener un peu partout, autant dans la Rivière-du-Nord que dans n'importe où au Québec pour se constater que l'état de nos infrastructures est lamentable. On a besoin de fonds, donc on va continuer d'insister là-dessus. On aurait pu parler de plein d'autres sujets, M. Fortin. Le temps, malheureusement, est écoulé. Je vous souhaite un bon début de quatrième mandat. Mais merci d'avoir été là. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie. Bonne fin de journée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, hier, il y avait un événement qui se tenait à Mirabel et qui réunissait plusieurs acteurs du secteur de la culture. Oui, Claude, c'est l'occasion pour les artistes de partout dans les Laurentides de présenter leur travail et de réseauter avec des diffuseurs et des organisateurs d'événements. Je vous montre un peu l'ambiance dans notre reportage de ce soir. Aujourd'hui, c'est notre 4e édition de Contact Culture Laurentide. C'est un événement qu'on organise aux 2 ans en moyenne. Donc, depuis 2016, on organise cet événement-là. Ça fait 2 fois qu'on l'organise à Mirabel, ici au Centre culturel du Domaine vert. C'est vraiment un bel endroit. Donc, on est super heureux de réunir une trentaine de kiosques qui proposent des activités artistiques et culturelles de la région des Laurentides aux acheteurs de la région des Laurentides. Donc, aujourd'hui, on a des municipalités, des villes, des diffuseurs en Nord-de-la-Seine, des bibliothèques, par exemple, qui viennent magasiner des activités culturelles de notre région. Fait que c'est vraiment un réseau contact pour notre région qui met des maillages d'affaires entre notre milieu, nous, on représente le milieu culturel, et les villes de la région. Donc, qu'est-ce qu'on est, le Musée d'art contemporain des Laurentides? En fait, on dit c'est un musée, donc on a un volet exposition, donc on expose des œuvres d'art. Donc, présentement, on a une exposition de Frédéric Lavoie, qui est un artiste naturaliste. Puis également, on a un volet collection, donc on collectionne également des œuvres d'art. Donc, on a plusieurs œuvres dans notre collection qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on présente plutôt le volet médiation, donc un volet qui est peu connu. En fait, c'est connu un peu plus, je dirais, dans les écoles, parce qu'on se promène beaucoup dans les écoles. Donc, aujourd'hui, on a emporté avec nous 2 maisonnettes. C'est accessible pour les plus jeunes, donc je dirais environ la maternelle, le CPE. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces maisonnettes-là? On fait un petit jeu de cherche et trouve. Donc, on leur montre, par exemple, des objets qu'ils peuvent toucher, donc il y a le côté sensoriel. Puis, par la suite, avec ces objets-là, bien, ils essayent de les trouver dans une des maisonnettes. Donc, c'est ça, un petit cherche et trouve. Puis, après, on fait un atelier artistique en lien avec qu'est-ce qu'ils ont vu. Il faut savoir que les maisonnettes, c'est
ça représente des artistes en art contemporain. Donc, par exemple, dans la Maisonnette rouge, on a François Morelli, qui est un artiste des Laurentides, et dans la Maisonnette bleue, Nadia Mir, qui est un artiste des Premières Nations. Donc, par la suite, c'est ça, le projet artistique, qu'est-ce qu'on fait? C'est en lien avec qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, c'est dans ce cas-là, donc, avec François Morelli, on prend un petit chien qui est représenté dans la maisonnette, puis on fait la technique avec des estampes parce qu'en fait, François Morelli travaille beaucoup l'estampe. Donc, on fait un petit rappel de médium avec tout ça. Je m'appelle Élise Deguire, et alias Kiki, la femme canon aux grandes émotions. Moi, je suis clown. J'ai étudié aussi la communication non violente. Fait que moi, ce qui me fait triper entre le clown et la communication non violente, c'est le domaine des émotions. Fait que ce spectacle-là, il a vraiment été créé pour permettre aux enfants, aux parents, aux écoles de comprendre, d'accepter c'est quoi les émotions qu'on a, nos trop-pleins, puis c'est quoi les messages cachés en arrière. Qu'est-ce que la colère, elle veut dire? De quoi j'ai besoin? De mettre ma limite? De quoi ça parle pour m'aider à prendre des meilleures décisions? Puis pour pas être comme dans la honte de qui je suis, puis dans le refoulement de... Fait que je mélange des marionnettes, du cirque. Il y a même ici là, la petite Kiki qui part en canon. En fait, notre équipe avait réfléchi à ça parce que c'est vraiment des demandes qu'on avait souvent, des propositions. Les gens veulent connaître les activités possibles, veulent connaître les artistes de la région, entre autres, pour les engager. Puis on avait tellement de demandes qu'on s'est dit, bien, on va organiser un événement réseautage une fois par année pour nous en découvrir davantage aussi parce que, disons que l'événement nous permet là, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on connaît des fois parce qu'on fait un appel de dossier. Il y a une sélection qui est faite pour les kiosques. Donc aujourd'hui, on propose 2 activités. Il y a les visites de kiosques. On a 33 kiosques et il y a aussi un segment vitrine qui sont des extraits de spectacles, donc 9 extraits de spectacles qui sont présentés aussi aux visiteurs et acheteurs qui sont présents aujourd'hui. On a des spectacles vraiment de tous les genres, là, du conte, du slam, la musique, la chanson francophone, par exemple. On a aussi des musiciens qui font, ce soit des créations originales. On a des percussionnistes qui organisent vraiment un gros groupe, une délégation de percussionnistes qui sont ici. Donc, c'est vraiment pour proposer leurs spectacles aux villes et aux diffuseurs. Et dans les autres secteurs, comme par exemple les lettres, on a des activités littéraires, des conférences, on a aussi des animations pour les jeunes et moins jeunes dans la bibliothèque. On a des une illustratrice aussi qui est ici pour proposer ces activités d'animation. On a des producteurs de balados, par exemple. Fait que c'est vraiment très, très diversifié. L'offre culturelle est très présente. Notre défi serait de la faire connaître. C'est pour ça que cet événement-là est très, très, très important. Puis il y a vraiment un engouement d'année en année là, pour ça. Donc, c'est sûr qu'on a créé aussi un outil en parallèle qui est le catalogue Contact Culture. On a créé ça pendant la pandémie, entre autres, parce que l'événement avait été comme suspendu là, en 2020. Et le catalogue permet d'avoir accès à toutes les activités qui sont présentées aujourd'hui, mais en tout temps sur notre site Web. Fait que ça, c'est intéressant parce que tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui peuvent aller voir les activités et communiquer donc avec les artistes et les organisations directement aussi après l'activité. Donc, c'est toujours le défi, comme je dis, c'est vraiment de faire rayonner les artistes. Des fois, il y en a qui sont plus connus, donc les villes les connaissent déjà, mais de découvrir des petits trésors cachés, puis des activités de chez nous. Je pense que c'est souvent un mandat des villes de mettre en valeur les activités locales ou régionales. Fait qu'il y a une question de fierté aussi, d'identité très forte. Puis ça, je pense que c'est vraiment apprécié aussi. Là. Puis aujourd'hui, on a des gens, nous, on est régional, fait qu'il faut le mentionner. On a des gens, oui, des Basses-Laurentides, mais on a des visiteurs aussi, puis des artistes qui sont plus au nord, même jusqu'à Mont-Laurier. Merci, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Je vous propose également de prendre connaissance de l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.